Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Le podcast sort sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et autres. Mon nom est Émile Demers et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir une discussion qui sera concentrée sur une seule vision. Donc, c'est un petit jeu de mots, celle de l'entreprise Rhinovision. Donc, et de leurs produits là, aussi d'inspection de trous d'égout, canalisation, pont et regard. Donc là, on va embarquer dans tout ça. C'est toujours intéressant, c'est sûr, de pouvoir avoir une discussion là, donc, sur le détail d'un produit innovant très spécifique pour un besoin spécifique. C'est toujours quelque chose là, qui est le fun au podcast. Donc, dans ce cas-ci, plus particulièrement, on va sûrement parler du RV Pro 360. Donc, c'est une caméra 360 degrés qui sert à faire des inspections sécuritaires et rapides. Donc, pour ce faire, nous avons nul autre que le directeur général de Rhinovision, Félix Baillargeon, la douceur, ingénieur en génie physique. Bienvenue au podcast, Félix. Merci beaucoup, Émile. Merci pour l'invitation. Oui, ça me fait plaisir. Et écoute, pour commencer, là, je vais essayer de commencer en force. Il y a un truc qui m'a comme sauté aux yeux là, quand on se parlait et quand je regardais un petit peu ton background quand tu me racontais ça. Et je me suis rendu compte que c'est assez rare, on dirait, dans ma profession, dans ma courte profession d'ingénieur mécanique, là, qui fait pas très longtemps qu'elle est en cours, là, mais ça fait pas longtemps. Puis j'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de directeurs ou de cadres qui sont des ingénieurs physiques. Tu sais, je veux pas que ça fasse stéréotype ou rien, mais on dirait que généralement, c'est des gens qui ont beaucoup un poste qui est moins, mettons, de direction et plus, tu sais, sur le terrain. Fait que moi, je suis curieux, vu que j'ai la chance de parler à quelqu'un comme toi qui a fait génie physique et qui a un peu plus ce poste-là, c'est quoi les leçons particulières de ton cheminement scolaire et professionnel qui t'ont apporté, dans le fond, à t'appuyer dans l'étape à laquelle tu es en ce moment? Écoute, c'est une bonne question. Puis c'est vrai que généralement, les gens sont plus techniques ou commerciales. Euh, Moi, je te dirais, le côté technique m'a toujours attiré beaucoup parce que, bon, tu sais, j'ai toujours aimé le côté scientifique. Tu sais, je te dirais, je me suis ramassé un peu par hasard, ça a l'air bizarre à dire, mais vers le génie physique parce que je me débrouillais bien en tout ce qui était sciences, mathématiques et autres. Et je savais juste objectivement pas trop vers où je voulais aller. Fait que j'ai commencé par sciences pures, vers ça plus physique pure. Puis finalement, génie physique était une meilleure alternative pour moi que physique pure. Et je me suis commencé là-dedans. Puis après mes débuts, j'ai commencé après l'école directement dans les technologies. Je travaillais dans le product management chez Olympus à Québec, une belle compagnie dans les technologies. Et puis c'est vraiment à travers, je me suis trouvé un peu par la force des choses à être dans le product management d'un peu de la ligne de produits qui était à cette époque-là un peu les produits mal aimés de la compagnie. Tu sais, un peu les underdogs, si on veut. Ce qui fait en sorte que rapidement, je me suis trouvé à être une des rares personnes dans le monde qui comprenait bien ces machines-là, juste parce qu'il y avait peu de gens qui travaillaient dessus. Donc, je me suis trouvé à me faire rapidement envoyer un peu partout dans des genres de missions, aller troubleshooter des vieux systèmes qui avaient été faits plus en avant. Fait que, tu sais, bref, vite, ma job m'a mené à être un mélange de technique puis de commercial parce qu'il fallait que je vende un peu la solution puis le principe. Fait que, bref, j'ai vite réalisé en début, je m'enlignais vers un profil plus technique, mais j'ai vite réalisé que j'aimais beaucoup le côté vente, énormément. Et puis, c'est ce qui m'a mené un moment donné à vouloir avoir un peu les deux. C'est-à-dire, tu sais, je disais, ben, j'aime le technique, j'aime le commercial, je peux avoir un peu un poste où je vais faire les deux. Puis dans les grosses compagnies, souvent, c'est un peu compliqué d'avoir un poste technique. Fait que, en gros, je me suis fait dire, écoute, c'est un peu compliqué pour les ressources humaines, tu sais, faire un ou l'autre. Fais du technique, fais du commercial, mais branche-toi. Puis c'est là, dans le fond, que j'ai décidé de partir un peu de mon côté. Puis bon, là, je me suis lancé à faire de la distribution. En fait, j'ai parti ma compagnie de distribution. J'ai fait de la vente pendant une couple d'années. Et puis, c'est à travers cette compagnie de distribution-là que j'ai rencontré Rhinovision par un drôle de hasard, comme bien des choses dans la vie. C'était mon comptable, qui est un de mes meilleurs amis, qui était le comptable de Rhinovision, qui m'a introduit en disant, ben écoute, il y a une start-up dont je suis le comptable. Je pense que tu seras un bon vendeur pour leurs produits. Fait que j'ai commencé au début en vendant leurs produits. Puis je croyais beaucoup à la compagnie. Puis bon, bref, une chose a mené à une autre. Une année, j'aimais tellement la compagnie, j'aimais tellement où ça s'en allait, qu'une année, j'ai juste décidé de faire le saut complet puis d'embarquer à fond avec eux autres. Ah, il y a beaucoup, il y a vraiment je veux dire comme une sous-section, ben pas une sous-section, mais une section de gens en ingénierie qui vont en vente. C'est vraiment c'est un thing qui arrive. Puis ça m'a surpris, je pensais, j'avais comme jamais vu ça avant vraiment d'embarquer dans le domaine, d'avoir terminé mon bac, puis de voir ça, mettons, des ingénieurs mécaniques, qu'en sortant, ils sont en vente. Je sais que toi, c'est un peu un mix des deux qui s'est passé. Mm-hmm. Puis, fait que là, ça veut dire que ça doit être quand même, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que la raison, je pense, pourquoi c'est ça,
puis là, moi, je suis en mécanique, mais tu sais, bon, ça s'applique à tous les autres domaines d'ingénierie, je pense, de devenir donc vendeur, c'est que c'est des gens qui ont une excellente connaissance donc du produit et qui peuvent le vendre de manière la plus efficace, de ce que je comprends. Donc, est-ce que des fois, quand tu es vendeur, tu as envie de proposer des améliorations qui existent peut-être pas encore, ou des fois, est-ce que tu as envie de te remettre un peu dans la technique, tu sais, que ce soit bon, là, chez Olympus ou là, chez Rhinovision, tu sais, des fois, ce genre de mariage-là entre les deux tu dois te faire peut-être tirer d'un sens ou de l'autre, de dire, hey, là, j'aimerais ça proposer cette amélioration-là, ou quand tu le vends, est-ce que des fois, tu as envie de proposer, ouais, ben ça, peut-être on pourrait vous proposer telle alternative, ça se ferait sûrement selon mon background, tu sais. Ben oui, je te dirais oui. Mais aussi, un peu l'avantage que j'ai en ce moment, parce que je considère que je suis dans une position privilégiée, c'est Renovision est encore une petite compagnie. Ben, j'ai un peu ce que je voulais au début, c'est-à-dire j'ai à la fois le rôle de product manager et à la fois le rôle de directeur des ventes. Fait que j'ai la chance peut-être de faire les deux, ce qui me fait, moi, triper personnellement comme c'est pas possible, parce que ben justement, je vois dans le marché, tu sais, moi, je m'étais fait dire au début de carrière que le product management, c'est être comme au centre du triangle de l'ingénierie, du marketing, puis du voice of customer. C'est d'essayer un peu de trouver où est le sweet spot entre les trois. Fait que, tu sais, moi, j'ai la chance là, de parler avec pas mal tous nos clients. Fait que eux, je sais ce qu'ils aiment, je sais ce qu'ils aiment moins, je sais ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qu'ils voudraient sur un autre produit, ou tu sais, comment on pourrait améliorer les choses. Mais en même temps, ben, je suis aussi avec le côté product management, ben, je vois les capacités technologiques, ou, les possibilités technologiques de ce qu'on peut faire avec notre product roadmap. Fait que, c'est comme un peu le parfait scénario pour moi, parce que là, je peux comme enligner le roadmap technologique avec ce que les clients veulent. Fait que c'est le fun. Le côté à faire attention, par contre, là-dedans, c'est que là, des fois, le vendeur en costard sort un peu trop. Puis là, c'est Mané, quand t'aimes tellement ton développement de produit, quand t'aimes ce que tu fais, puis quand tu crois tellement à la valeur de ce que tu amènes, le problème, c'est que j'ai toujours le bon vieux réflexe de vouloir vendre des affaires qu'on n'a pas encore. Fait que là, OK. je vais dire, ah, on a ça, mais tu sais, Ouais. dans pas long, on rajoute tel truc dessus, puis là, ça va débloquer. Fait que là, on se dit, ah, cool. Fait que là, on va l'avoir la semaine prochaine. Hey. Non, mais pas loin. C'est ce côté-là où il faut faire attention de pas jamais over-promise puis under-deliver. Toujours, c'est à l'inverse. Fait que c'est un peu le piège des fois d'un gars qui nous donne un rôle où tu vas faire un peu les deux. Mais pour le reste, écoute, je te dirais, c'est vraiment la chance que j'ai en ce moment de pouvoir être un peu à la position où je voulais être au départ, c'est-à-dire un peu à mi-chemin entre ces deux sphères-là. Ouais, c'est intéressant ça parce que tu mentionnes, parce que c'est ça, je crois que la personne qui nous a mis en contact, Jen Torrent, là, OK, ouais, c'est ça. Jen, c'est ça, pas mal ça qu'elle fait, Product Manager, et elle nous a fait une discussion assez intéressante là-dessus, justement, l'échange entre ces... Ouais, ben tu l'as écouté, ouais, merci beaucoup d'avoir écouté, puis j'invite, bon, les auditeurs qui entendent ça à aller l'écouter, là, je pense que c'est peut-être autour de l'épisode 32, peut-être, là, de mémoire, là, mais... en lien avec aussi le modèle en temps réel. Là, j'oublie le terme qu'ils utilisent. Là, le Digital Twin. Ah, le Digital Twin, merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, une excellente discussion. Là. J'invite les gens à aller écouter ça, ça les intéresse. Mais par rapport à Rhinovision, bon, on vient un petit peu là-dedans. C'est sûr que là, on va essayer de focusser un petit peu plus là-dessus aujourd'hui. Fait que là, moi, j'ai préparé plein de questions, comme tu savais, là, Félix. Puis là, je me demandais, ben là, je m'en rappelle plus, on s'en était parlé, puis un peu en même temps pour les auditeurs. Donc, c'est une entreprise qui a combien d'années à peu près overall, même incluant aussi quand tu n'étais pas là, tu sais. C'est assez jeune, j'ai l'impression. C'est assez jeune. En fait, on est dans notre 5e année en ce moment. En fait, on a comme 4 années d'après. En fait, on complète là, notre à peu près 4e année. Là. Fait que ça fait 5 ans maintenant qu'on est là. Puis oui, en fait... Excuse-moi, vas-y. Ah, ben non, j'allais juste dire, je trouve ça hot qu'il y a déjà un produit, dans le fond, puis que j'ai l'impression qu'il y a déjà des SKU de ce produit-là aussi, là, qui est sur le marché, puis tout a déjà l'air d'être quand même en ordre, d'avoir une belle structure pour vendre ça. Excuse-moi, tu peux y aller, j'étais comme quoi. Oui, ben oui, puis en fait, moi, je suis arrivé en fait quand même assez tôt dans la compagnie. La compagnie, ça faisait à peu près parce que bon, avant l'incorporation officielle, il y a eu du travail qui a été fait, mais mettons, ça faisait à peu près 1 an, mettons, que la compagnie était partie. Fait que moi, j'ai eu la chance d'arriver au moment où il y avait déjà un premier produit qui était déjà, c'est toute la phase de conception, de design, même fabrication. On avait un produit à vendre. On était prêt à le vendre. Ce qui était le meilleur move parce que ce produit-là, le premier qu'on avait, qui était la RV Pro 360, qui était un produit qui n'était pas parfait, mais au moins le fait d'avoir un produit en main qu'on pouvait aller vendre, ben moi, ça nous a permis
de commencer à développer un réseau de distribution parce qu'on a opté pour une structure par distribution, par distributeur. Ça nous a permis aussi de commencer à se faire un nom dans l'industrie, développer des partenariats autant avec des joueurs au niveau logiciel, au niveau hardware. Fait que ça nous a permis vraiment de commencer à prendre notre place sur le marché pour ultimement livrer le nouveau produit, la RV Max 360, qu'on a sorti en novembre, qui lui vraiment est un produit, disons, beaucoup plus complet, beaucoup plus optimisé pour les besoins de l'industrie et surtout nous autres, qui nous offre, ou disons, qui nous permet d'ouvrir beaucoup de nouvelles possibilités technologiques dans le but de mieux servir les clients. Fait qu'en fait, oui, la compagnie on est encore une jeune start-up, une jeune start-up dans les technologies, mais disons que maintenant, déjà avec la RV Pro, on a eu quand même un bon succès, on est très fiers de ce qu'on a accompli. Mais je dirais là, vraiment, avec la RV Max, on a un produit très solide qui va nous permettre de vraiment aller chercher les parts de marché qu'on pense être très grosses dans cette industrie-là. Oui, parce que c'est ça, c'est tout le temps intéressant de voir des jeunes entreprises en format plutôt lean, développer des produits plus rapidement avec un petit peu plus de flexibilité. L'agilité, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler et c'est sûr que des fois, quand tu te ramasses, mettons d'expérience personnelle, quand tu te ramasses dans une entreprise que ça fait longtemps que ça roule, il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup de manières de faire, les gens ont tous des habitudes, il y a beaucoup d'employés, beaucoup de gens à consulter, puis on dirait que des fois, ça peut peut-être embourber le processus. Mettons, moi, en tant que concepteur mécanique, des fois, quand on doit faire une conception et qu'on doit demander l'opinion de 20 personnes dans 20 départements différents, avant d'aller de l'avant, ça peut peut-être être embourbant, mais tandis que Renault Vision, je sais que c'est pas 100 personnes là, qui sont là, fait que c'est plus flexible probablement que d'autres entreprises. Donc là, mettons, là, c'est intéressant, la RV Max. Tu as mentionné RV Max. Moi, j'avais, dans le fond, dans mes notes, j'avais comme regardé un petit peu, puis ça fait longtemps, je pense. Ça fait longtemps qu'on prépare tout ça, puis j'ai l'impression que la RV Max, moi, j'avais pas vu ça, j'avais pas entendu parler de ça, fait que je suis content qu'on puisse en parler. Parce que là, tu vas pouvoir m'expliquer, mettons, un peu la différence entre les deux, parce que la RV Pro 360, je commence à bien comprendre, puis je vais pouvoir l'expliquer, on va l'expliquer ensemble aux auditeurs, j'imagine, puis on va pouvoir, c'est hot parce qu'on va pouvoir expliquer un peu le changement de requis ou comment les requis sont mieux adressés dans ce nouveau produit. Donc, je vais te poser comme question, justement, quand on regarde au début de l'entreprise les requis initiaux, puis le besoin initial de l'inspection des trous d'égout. Donc, OK, comment est-ce que les fondateurs de Rhinovision, si tu es au courant, vu que bon, ça faisait juste un an, comment est-ce que ce requis-là est arrivé à leurs oreilles, puis comment ils ont su qu'il fallait aller vers ça. Puis là, ensuite, pour le RV Max, comment on a fait cette transition-là vers, OK, là, il faut faire une update. Là, il y a d'autres affaires, une update ou une suite ou de quoi différent. Il y a d'autres requis à adresser. Tout ça, on dirait que c'est intéressant pour moi. Absolument. En fait, les fondateurs initiaux de la compagnie, c'était des contracteurs en infrastructure souterraine. Fait qu'en fait, c'est une compagnie qui s'appelle Inspect Vision qui, eux, travaillent en fait pour les villes et les entreprises. Et eux, justement, font de l'inspection télévision, de l'inspection en fait par caméra pour les conduites d'infrastructures souterraines. En fait, le besoin est vraiment venu de eux avaient de l'équipement par caméra. Puis, tu sais, pour faire, mettons, si on reste sur le marché, vraiment tout ce qui est infrastructure souterraine, donc aqueduc et égout, on a comme 3 portions au besoin d'infrastructure souterraine. On a les sections horizontales, qu'on va appeler les main lines, les conduites principales. On a les latéraux, en fait, les main lines qui sont comme où, tu sais, mettons, la grosse majorité du réseau en termes de volume. Ensuite, on a les latéraux qui sont comme les connexions entre les maisons ou les bâtiments et les conduites, les main lines, les conduites principales. Et on va avoir les manholes ou les regards ou puits d'accès qui, eux, sont ce qu'on voit en dessous de la bouche d'égout. Fait que la partie comme verticale, qui est comme traditionnellement, en fait, qui est en fait, littéralement la manière d'accéder au réseau. Donc, eux avaient déjà des systèmes pour inspecter les main lines, il y avait déjà des systèmes pour inspecter les latéraux. Mais quand ils sont venus pour inspecter les manholes, les seuls systèmes qui existaient sur le marché, c'était les systèmes qui étaient coûteux, complexes à transporter, complexes à utiliser. D'où est venue, dans le fond, l'idée de développer un produit qui serait vraiment abordable, facile à utiliser, facile à transporter pour permettre aux gens, aux villes, contracteurs et autres, d'inspecter, dans le fond, plus rapidement et plus efficacement les manholes. C'est vraiment, dans le fond, de là qu'est venu le besoin. Fait qu'en fait, le premier produit qui a été développé était basé tout simplement sur une caméra GoPro 360 avec un système de lanterne, de lumière, puis tout ça, puis les accessoires qui viennent avec. Ce qui donnait un bon résultat final, c'est-à-dire la caméra GoPro Max, une image qui est splendide, c'est super beau. Puis le système de lumière qui avait été développé
qui a été développé pour la RV Pro 360, donne un très bon éclairage. Ça look super bien, en fait, l'image qu'on obtient avec ça. Le désavantage, c'est que la caméra GoPro n'a pas été conçue pour une application comme ça. Ça a été conçu pour, c'est une action camera pour des gens qui veulent se filmer en snowboard ou en vélo, montagne ou autre. Fait que donc, le résultat final était bon, la vidéo finale était bonne, mais le workflow était épouvantable. Il y avait beaucoup d'étapes qui étaient requises, qui ralentissaient le processus. Épouvantable, le mot est un peu fort, mais tu sais, il y avait beaucoup de place à optimiser. Mettons. Ouais, mettons, ben là, c'est quoi? T'enlèves la GoPro, tu l'enlèves du case, tu prends la petite carte SD, tu dois uploader ça. Il y a plusieurs étapes sûrement aussi pour protéger la GoPro à ce moment-là qui sont pas optimales, c'est un peu ça. Ben oui, en fait, tu sais, effectivement, tu poses la question. En fait, pour y aller plus en détail, rapidement, l'idée, c'est que pendant la journée, le workflow était très efficace. C'est-à-dire que le produit peut être transporté par une personne qui se déplace dans une Corolla, s'il veut. Tu sais, c'est facile à transporter, c'est facile à amener. Tu inspectes un manon en quelques minutes, c'est super rapide, super efficace. Donc, le workflow pendant la journée était super bon. Le désavantage de la caméra GoPro, c'est que justement, à la fin de la journée, là, il y avait beaucoup d'étapes qui étaient requises. Fait que, exemple, c'est niaiseux, mais la caméra GoPro ne permet pas de prénommer les vidéos. Fait qu'à la fin de la journée, mettons que tu as fait 60 inspections, ben tu as inspection 2. Fait que là, il faut que tu les réouvres une par une pour être sûr que tu assignes la bonne inspection au bon asset. Fait que là, il fallait renommer les vidéos. Fallait convertir manuellement les vidéos du format GoPro au format MP4 plus général. Fait qu'il y avait beaucoup, disons, d'étapes à la fin de la journée. Et c'est ce qu'on est venu faire, dans le fond, avec la RV Max, où là, dans le fond, en ayant une caméra qui est à nous autres, qu'on a développée en partenariat avec Ionode, une belle PME dans les technologies qui est basée à Laval, on a maintenant une caméra qu'on peut faire toutes ces étapes-là de manière plus efficace. On peut prénommer nos vidéos, on peut directement sauvegarder dans le format MP4. On a aussi accès à une vue live pendant qu'on enregistre, qu'on peut pas faire avec une caméra GoPro. Fait que, disons, tout a été optimisé de manière à ce que le workflow pendant la journée est encore excellent, mais le workflow de fin de journée est aussi optimal, contrairement à ce qu'on avait. Aussi rapide. OK. Fait que là, ce qu'on parle là, c'est la RV Max ou c'est encore la RV Pro, ce modèle-là? C'est la RV Max. Fait que la RV Pro, disons, c'est celle qui était basée sur une caméra GoPro. OK, je comprends. Puis la RV Max, c'est celle qui est basée sur notre propre caméra. OK, fait que là, c'est ça, on voit exactement, c'est ça, c'est intéressant, l'évolution des requis, puis ça m'amène un peu à un autre questionnement que j'avais qui était par rapport aux itérations, parce que je comprends que, tu sais, ça, c'est un peu, cette itération de produit-là, on comprend que c'est un peu, bon, ben, avec la RV Pro, on voit un peu en la faisant vivre, en la faisant essayer à plus en plus de gens, plus en plus de clients, tu sais, oui, c'est des clients, puis on veut pas, je comprends que on veut pas appeler ça des essais parce que c'est un produit quand même qu'on vend, mais ça reste que on peut souvent, j'imagine, remarquer des petits bémols, souvent que les clients, bon, ben, hey, telle affaire, ça serait amélioré. Fait que là, quand tu te recules d'un pas de ça, puis tu t'en vas dans le développement de la RV Pro, est-ce que vous pourriez un peu parler de vos itérations? Comment est-ce que ça se passait? Comment est-ce que vous faisiez des tests de ça? T'sais, est-ce que vous construisiez un faux manhole dans un atelier ou vous alliez directement dans la rue? Ben, j'imagine que dans la rue, on peut pas n'importe qui sûrement peut ouvrir ça. On n'a sûrement pas le droit, là. OK, c'est bon, je savais pas, mais j'ai jamais fait ça. Il suffit pas de prendre des crochets et d'aller popper des manoles. Ça risque de se faire remarquer assez vite. Là. En fait, nous, c'est un peu la beauté, justement, d'avoir une compagnie sœur, Inspecvision, dans le fond, justement, qui est un contracteur, c'est qu'on avait un bêta-testeur interne qu'on a encore aujourd'hui. Puis c'est un peu la beauté de la chose, justement, c'est qu'on a littéralement l'utilisateur type à qui nous, on vend le produit, on en a un à l'interne. Fait que chaque fois qu'on arrive avec quelque chose, on peut leur montrer, dire, ça pensez quoi, là? Allez là, on l'essayait, voir une journée dessus. Fait que, on a, une feedback loop. Ouais, puis j'allais dire aussi, on a je pense que c'est une boucle de renforcement, une feedback loop. Ouais. Fait que, boucle de rétroaction. Boucle de rétroaction, c'est ça. C'est toujours un peu la clé dans le développement de produits. C'est-à-dire que tu veux pas développer pendant 9 mois pour ultimement te rendre compte que ton produit était 2 fois trop lourd puis personne ne veut l'utiliser parce qu'ils se font des candidates. C'est l'idée d'avoir une boucle de rétroaction qui est la plus courte possible. Ça nous permet après ça d'itérer beaucoup plus efficacement. Ben, c'est la chance qu'on a avec un bêta-testeur, pas interne, mais presque. Fait que ça, c'est comme ça, nous. Ah ouais, mais ça, ça fait que ça, excuse-moi de t'interrompre.
Non, non. Ça, si je comprends bien, donc cette entreprise-là, c'est un peu une entreprise sœur à Rhinovision, c'est ça ou c'est comme juste Ben, je comment dirais ça pas une fonctionne? compagnie sœur. Non, c'est plus, disons, c'est une compagnie qui a certains actionnaires communs avec Rénovision. Ah, Mais ok, non, je avec, comprends. disons, je décrirais plus, mettons, comme étant un partenaire. OK, un partenaire. OK, ouais, merci. Ouais, c'est ça. OK, j'avais comme manqué ce bout-là au début, je m'excuse. OK. Fait que ça, c'est. Ouais, c'est ça. Là, je vois un peu, je commence à comprendre, c'est ça. Puis ce que je retenais de ça au début quand tu expliquais un peu cette similitude-là, on a un bon partenariat et on remarque que c'est important dans le fond, quand tu fais un produit, c'est important de laisser les gens qui l'utilisent proposer des idées d'amélioration. Fait que, par exemple, dans des entreprises où j'ai travaillé dans le passé, tu sais, des usines, souvent, c'est ça qu'on voit, là, tu sais, les améliorations sont souvent proposées par les gens sur le plancher et non une équipe Mhm. externe parce que c'est eux qui le vivent, c'est eux qui dénomment la liste de problèmes et après, bon, il y a des améliorations qui sont apportées à ça. Donc, est-ce que vous, là, ça m'amène comme un sujet que j'avais honnêtement même pas pensé à l'avance te poser comme question, mais ça, c'est assemblé. Est-ce que c'est assemblé à votre bureau, dans le fond, Rhinovision, ou c'est Oui. assemblé comme à l'externe? Comment vous. OK. Fait que c'est Non, assemblé je in-house. dirais, oui, dans le fond, ben, vraiment, tout ce qui est vraiment la fabrication, le développement, vraiment, tout est fait, dans le fond, à notre bureau à Sainte-Marie en Beauce. En Sainte-Marie. OK. Puis, est-ce que, tu sais, dans le fond, je comprends bon, que c'est une équipe qui est très concentrée et quand même petite. Fait que les bureaux, justement, ça ressemble à quoi? Fait que bon, vous avez sûrement un atelier de prototypage, sûrement une ligne, un petit peu, une petite ligne de fabrication. Fait que j'imagine qu'il n'y a pas énormément de produits. Vu que c'est un produit ultra spécialisé, tu sais, j'imagine que vous n'en faites pas 100 000 par semaine, sûrement pas. Là, tu sais, je sais, j'ai Encore. aucune idée, ça ressemble à quoi. Comment? Mais j'ai dit pas encore, pas Pas encore. encore. OK, Euh, c'est bon. mais ben, non, en fait, ben oui, on a vraiment. Ben, je suis vraiment content d'ailleurs de comment on a monté la structure. C'est-à-dire que tu sais, c'est aussi l'idée où tu sais, c'est très difficile dans le processus de fabrication, l'idée de dire tu veux assez d'effectifs puis tu sais, de structure matérielle pour être capable de scaler up rapidement aux besoins. Tu sais, si jamais les ventes se mettent à lever très rapidement, on va être prêt à suivre. Quand les ventes vont plus ou moins. Mais en même temps, tu vas te retrouver dans une situation non plus où tu as trop de monde, puis, tu sais, où tu t'étouffes avec trop de dépenses. Fait que, tu sais, c'est un peu la bonne vieille vallée de la mort technologique des technologies, là, tu sais, où tu veux comme, quand on est en train de faire un peu le ramp-up de la compagnie, de dire, tu veux être assez équipé pour dire que si la demande lève, tu lis le marchandise, tu déçois personne, mais en même temps, tu veux pas non plus t'overstaffer puis t'étouffer dans trop de dépenses. Fait que c'est une fine ligne à jouer. Mais nous, on a vraiment, on a vraiment un bel atelier dans notre bureau en Beauce. Fait que oui, on a tout ce qui est prototypage, tout ce qui est fabrication. Tu sais, QA, aussi, qui est très important. C'est, tu sais, ce qu'il faut pas oublier, c'est des produits qui sont traités après comme des marteaux. Là, tu sais, en fait, du monde, c'est garoché sur des Ah ouais? tables. Tu sais. Ah Ah ouais, ouais, fait que, tu OK. sais, pour un produit, tu sais, c'est toujours un peu la difficulté, c'est faire un produit, tu sais, faire un prototype qui fonctionne bien au bureau, c'est beaucoup, beaucoup plus facile que faire un produit qui va toffer dans le champ avec des opérateurs qui le maltraitent, qui vont le jouer rough avec, là, ce qui est normal, vu que c'est un outil de travail. On s'attend pas à ce qu'ils le prennent dans Watt non plus. Là. Fait que c'est super important aussi le côté QA, QC. Il faut qu'on ait un bon processus robuste où on peut vraiment faire vivre aux appareils ce qu'ils vont vivre dans le champ pour être sûr qu'ils sont capables de toffer. Fait que oui, on est vraiment bien équipé pour ça, tout en maintenant, disons, tout en étant une petite compagnie encore, on est capable de vraiment faire disons, de bien faire la chaîne au complet, hein, du prototype jusqu'au produit fini, en assurant un contrôle qualité sérieux sur tout ce qu'on fait. Et puis, on est bien content de tout ça. Ouais, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, pour revenir un petit peu sur ce qu'on mentionnait tantôt par rapport au product manager, moi, dans mes expériences, ça a tout le temps été un peu les product managers qui nous sensibilisaient vraiment à ça, la robustesse, le requis de robustesse Mhm. des produits, parce Ouais. que c'est ça. Mettons, un exemple, c'est un emploi que j'ai travaillé dans le passé dans le domaine médical. C'est vraiment niaiseux, mais un énorme requis dans tout ça, c'est le lavage. Dans le domaine médical, il y a beaucoup de désinfection, il y a beaucoup de produits chimiques. Donc, il y avait beaucoup de tests qu'on faisait, c'est des produits chimiques et des fois, bon, là, ça déteindait, des fois, ça rouillait ou des fois, ça avait vraiment un impact concret sur les concepts qu'on sortait. Donc là, je peux même pas imaginer, c'est ça, pour des trous d'égout. On peut imaginer un petit peu des travailleurs qui ont beaucoup d'outils. On voit ça des fois, des pick-up de ville, là, justement, avec toutes les pelles puis toutes les patentes en arrière qui s'en vont faire des inspections. Je peux comprendre que ça se fait comme brasser puis tout ça. Donc, c'est quoi un peu. Ça veut dire que. Puis là, ça m'amène un petit peu à parler plus du produit.
Je suis curieux un petit peu de parler peut-être des fonctions de ce produit. Tu as parlé de lampe, l'éclairage, tu as parlé de robustesse, de caméra 360 degrés. Comment est-ce que ces aspects-là du design, est-ce qu'il y avait certains défis peut-être là-dedans ou des affaires qu'on pourrait sous-estimer? Parce qu'encore une fois, parfois, il y a des concepts qu'on prend pour acquis, là, mais que quand tu te penches vraiment, genre des canettes d'aluminium, là, le monde ne pense pas vraiment à ça, mais c'est une forme qui a été comme perfectionnée avec les années. C'est juste le renfort en dessous, le bombage en dessous d'une canette d'aluminium aide contre la pressurisation. Là, ça fait comme un renfort de fond. Ah ouais, Ça a d'autres OK. fonctions aussi. Ouais, parce que c'est comme juste la forme demi-sphérique d'un fond de canette. Si tu aurais ça plat, ben, tu aurais comme un bombage. Là, puis en plus, c'est pressurisé dans des canettes, là, c'est des gaz. Mhm. Fait que ça ajoute comme du renfort. Puis il y a plein d'autres points que je mentionne pas, que j'ai oubliés. Puis il y a des vidéos qui existent là-dessus, en tout cas. Fait que, est-ce qu'il y a des défis derrière le RV Max et le RV Pro 360 dans la conception, que c'est comme, hey, ça, on est vraiment fiers de ça, ou ça, c'était vraiment plus difficile qu'on pensait à développer? Ouais, l'ensemble de l'œuvre. Grosse question, là. Ouais, mais je te disais oui, un peu à tous les niveaux. Mais c'est comme c'est un peu le stéréotype du développement dans les hautes technologies, là. C'est toujours ma joke préférée. C'est comme qui aurait cru que ce serait difficile de faire une caméra 360 degrés? C'est comme, il y a tellement de niveaux de Ouais. complexité. Puis encore une fois, oui, on a une bonne chose à l'interne, mais on a eu un bon partenaire pour le côté développement de la caméra qui nous a beaucoup aidé à arriver avec un produit solide. Mais oui, je dirais un peu à tous les niveaux. Parce qu'encore une fois, faire un produit fonctionnel, autant que le niveau du module d'éclairage, autant au niveau de la caméra, faire un produit fonctionnel, ça se fait. Là, encore une fois, il en existe des caméras 360 qui avaient sur le marché, il existe des systèmes d'éclairage qui existent sur le marché, mais vraiment faire quelque chose qui est solide, qui est capable t'offrir, si tu es à l'extérieur, de moins 25, moins 30 l'hiver, jusqu'à plus Ouais, 30 c'est vrai. l'été. Nous, C'est vrai, ouais. on en vend partout à travers le monde. C'est utilisé dans des conditions super difficiles dans les deux extrêmes. Faire un produit qui est capable de prendre ce niveau de conditions ambiantes, de conditions d'utilisation-là, oui, ça a été tout qu'un défi, je dirais. Encore une fois, Ouais, ouais. on est très content d'où on est arrivé à la fin. Le produit, c'est tout ce qu'on voulait au début et même beaucoup plus, hein. Mais ouais, ça a été un pas pire chemin de croix, je dirais, pour se rendre jusqu'à là. C'est hot, ouais, puis j'ai jamais honnêtement pensé, des caméras 360, on le prend un peu pour acquis. Comme, en passant, fun, je voulais le mentionner tantôt, mais des réseaux d'égout, c'est quelque chose qu'on pense pas, puis on a tendance peut-être à prendre pour acquis parce qu'on les voit pas vraiment, mais c'est des systèmes Mhm. énormes, puis il y a une maintenance énorme, j'imagine, qui doit être faite sur ça, puis c'est d'ailleurs la nature un peu de votre produit, la maintenance de ça. Puis, mais les détecteurs de caméra 360 degrés, écoute, si on s'en va trop loin puis que tu peux pas en parler, je comprends totalement, il n'y a pas de stress. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça fonctionne, les caméras 360 degrés? Parce que, tu sais, moi, quand je pense à une caméra numérique, je comprends qu'il y a un détecteur numérique, puis c'est un petit carré ou un petit rectangle. Puis, mais là, s'il est 360 degrés, c'est Mhm. comment ça on fait cette conversion-là dans un autre axe, dans le fond? Trop Ben, je dimensions. te dirais, écoute, effectivement, si tu dans les détails, l'idée, en fait, d'une caméra 360 degrés, c'est que c'est deux lentilles qui ont plus que 180 degrés, 187 degrés dans notre cas à nous. Et à ce moment-là, donc, chacune se trouve à capturer un peu plus qu'une demi-sphère. Puis après, en post-processing, ces deux images-là sont de-warpées, c'est-à-dire ces deux images-là vont être comme dépliées et après stitchées, donc les anglicismes qu'on utilise, c'est épouvantable, mais c'est comme l'image Ouais. va être, disons, reconstruite, pour le mettre très simplement, pour après ça faire une bulle 360 degrés. Fait que c'est l'idée, puis c'est un peu c'est beaucoup de la proposition justement de valeur du système, c'est de dire que si tu veux inspecter un manhole avec une caméra qui regarde dans une direction, pas comme une caméra, mettons, de cellulaire, ben, tu peux le faire, mais la seule manière que tu vas pouvoir le faire, ça va être de rotationner à mesure que tu descends puis tu remontes, tu fais des espèces de vidéos, c'est insoutenable à regarder, tu sais jamais si tu as manqué un spot, c'est très difficile à observer. Fait qu'en fait, l'idée d'une caméra 360 degrés, en gros, là, c'est que en ayant deux lentilles 187 degrés back-à-back, puis en reconstruisant la sphère vidéo 360 degrés en haute définition, ben là, tu trouves à avoir une bulle vidéo où tu peux te promener
après avoir pris la vidéo. C'est-à-dire pas pendant que tu la prends, mais après, tu as accès à l'ensemble de la sphère de vidéo. Puis là, tu peux te promener librement pour regarder, voir s'il y a des indications ou autres, ou n'importe quel élément visuel que tu veux focusser dessus. Fait en gros, le concept d'une caméra 360, c'est ça. Parce que, ouais, ok, merci, ça m'aide à comprendre. Puis honnêtement, c'est quand même logique aussi. C'est ça, c'est juste, c'est deux caméras 180 degrés, c'est des fisheye, tu sais. On parle souvent fisheye. Peut-être eux qui ne savent pas, c'est qu'un œil de poisson, je pense, ça doit avoir pas mal. Ça doit avoir assez large, justement. Ça doit avoir autour de 180 degrés, j'ose imaginer. Je sais pas si c'est pour ça qu'on appelle ça de même. Je pensais aussi, mais je serais pas qualifié pour répondre à ça. Ouais, c'est ça. Bon, je mettrais pas tes pieds au feu là, pour ça, mais, mais c'est ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Puis là, je comprends, c'est ça. Fait ce qu'on fait, c'est qu'on priorise donc la prise de mesure carrément sur le site. Donc, on augmente la rapidité de mesure sur le site, sur le terrain. Et puis, tout le reste, on fait ça en bureau ou on fait ça dans le confort, bon, avec un bureau et un écran à l'intérieur. Puis là, par rapport à ça, je me demandais en fait, pas je me demandais, mais je voulais mentionner que quand je suis allé sur votre site web, je trouvais ça vraiment intéressant s'il y a des gens qui veulent un peu regarder à quoi ça semble, justement, tu sais, puis on peut en voir des fois sur Facebook ces temps-ci, là, des vidéos 360 degrés, mais vous avez l'exemple sur votre site, là, tu déplaces ta souris, puis tu peux justement voir, te promener pendant que ça descend dans le, dans le regard, là, c'est vraiment hot, là, de pouvoir voir concrètement c'est quoi. Fait que je trouve que ça, c'était cool, là, comme site web. Puis là, peut-être Merci. si je m'en... Ah ouais, pas trop. Puis là, mettons que je m'en vais un petit peu plus dans le philosophique. Puis là, tu sais, ça revient peut-être un petit peu à ce qu'on parlait tantôt, mais aussi peut-être c'est beaucoup, ça s'applique un petit peu à ton côté vente, ton côté product management. Comment on fait donc, on a un produit, OK, mais là, comment on fait pour essayer de prédire les besoins des gens dans le futur? Tu sais, c'est quelque chose que c'est vraiment pas inné, tu sais, c'est comme skill. Puis là, c'est sûr que tu dois exploiter ce skill-là dans ta job. Comment on peut vraiment innover si on doit carrément répondre à des besoins précis, mais quand il y a beaucoup de besoins, comme on entend souvent que les gens, ils savent même pas qu'ils veulent concrètement à Steve Jobs. Je pense que c'est Steve Jobs qui a cette quote-là. Puis, tu sais, je veux pas quoter Steve Jobs, tu sais, parce qu'il y a du monde qui trouve ça gossant quand on quote Steve Jobs ou Elon Musk au podcast, mais tu sais, c'est comme, je pense que lui, ce qu'il disait, c'est si je leur ai proposé le iPhone, tu sais, avant que ça existe, avant de le vendre, personne n'aurait vraiment voulu, tu sais, avant de l'avoir dans tes mains, ça, tu comprends vraiment. Fait comment tu peux vraiment innover quand tu te retrouves avec ce genre de dilemme-là paradoxe-là, tu sais? Ben écoute, c'est une super bonne question. C'est une super bonne question. Je pense que c'est un problème qui nous frappe moins de nous autres parce que le besoin, il est tellement concret, il est tellement là que je te dirais même, tu sais, avant même que j'aille, avant même qu'on aille présenter le produit en tant que tel, moi, qu'est-ce qu'il fait? Ne serait-ce qu'au niveau de l'idée, le monde sont comme, ben oui, c'est comme, je veux ça, là, comme, d'où le danger de moi qui va le vendre trop vite, là. Mais, tu sais, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, il y a un besoin concret. Puis, tu sais, justement, par rapport à l'entrevue que tu as faite avec Geneviève Torrent, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un côté aussi très, pour l'infrastructure souterraine, très loin des yeux, loin du cœur. C'est-à-dire, tu sais, s'il y a un pont, c'est comme parlait Geneviève, s'il y a un pont qui a une craque dessus, qui a un défaut dessus, tu sais, t'as 2000 voitures qui vont passer en dessous par jour, puis qui vont prendre des photos, qui vont envoyer ça aux nouvelles, ils vont dire, hey, il y a une brique qui va me tomber dessus, c'est dangereux. Mais tu sais, quand un réseau d'infrastructure souterraine est en train de tomber en ruine, personne ne le voit avant que la rue s'effondre, tu sais, puis que ça tue potentiellement une couple de personnes. Fait en gros, le réseau souterrain, l'infrastructure souterraine, puis c'est pas québécois, là, c'est mondial, là, c'est pareil en Europe, qui ont une infrastructure encore plus vieille que la nôtre, mais c'est vrai partout aux États-Unis qu'au Canada. Le réseau d'infrastructures souterraines, restons juste nord-américains, a déjà en moyenne excédé sa durée de vie attendue. Donc en fait, puis là, les villes réveillent, parce qu'évidemment, comme bien les choses dans la vie, ils ont leur lot de problèmes à gérer, puis c'est quand il est un peu trop tard qu'ils s'en rendent compte. Puis là, ben, les villes se réveillent en ce moment. Puis on le voit beaucoup aux États-Unis, particulièrement ces temps-ci. Il y a vraiment une tendance beaucoup plus forte et proactive à aller inspecter avant qu'il soit trop tard. Parce qu'évidemment, réparer, inspecter, fixer quelque chose, c'est généralement beaucoup moins préventif, c'est beaucoup moins coûteux qu'à le réparer une fois qu'il est trop tard. Donc, c'est une super question que tu poses. Puis oui, je dirais, il y a tout un pan de notre product road, de notre plan de développement de produits, qui, oui, du stock un peu plus champ gauche, que les gens voient moins venir, qu'il va peut-être falloir un peu plus leur montrer pour qu'ils voient ça. Mais honnêtement, je te dirais, dans la grosse majorité, quand on est avec la RV Max, le nouveau, j'avais même pas besoin de le montrer. Je l'expliquais au téléphone, mais j'ai dit, ben oui, je veux clairement ça.
Fait que je pense que c'est peut-être aussi l'avantage de l'industrie dans laquelle on est, c'est un besoin très criant en ce moment, très concret. Il y a un besoin et une demande pour des solutions efficaces. Et puis, on n'a pas trop à, on n'a pas trop, il n'y a pas de changement de paradigme dans le cadre de ce qu'on fait. C'est vraiment plus de proposer des solutions mieux adaptées à des problèmes que tout le monde sait qu'ils ont. Ouais. Si je peux le dire comme ça. C'est ça, vous avez travaillé fort pour vous positionner comme ça, puis là, vous êtes comme au un bon moment, là. C'est ça, je ressens de ce que tu dis, là. C'est comme un bon moment pour un peu faire profiter les villes, justement, d'un peu de ce produit-là. Fait que, oui, justement, donc, par rapport à ce que tu mentionnes, quand tu parles de paradigme, je me demandais, tu sais, quand on regarde vraiment une nouvelle entreprise, je regarde le site web, je commence à comprendre un peu qu'est-ce que cette entreprise-là fait comme produit. Puis, tu sais, au podcast, on en a eu plusieurs des entreprises comme ça. Une entreprise que ça fait 20 ans que ça existe, j'ai aucun problème à un peu voir tous les produits qu'ils ont, voir un peu c'est quoi c'est quoi leur identité. Mais un produit comme Rhinovision, une entreprise comme Rhinovision, excuse-moi, que, bon, deux produits, l'RV Pro puis l'RV Max, des fois, c'est difficile pour moi de dire, OK, ben, je connais 2 points sur la droite, je sais pas où ça s'en va après, là. C'est dur d'interpoler, pour moi, c'est dur de savoir c'est quoi que ça s'en va. Fait que, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, sans parler du futur nécessairement, c'est pas ça qui m'intéresse, mais plus, c'est quoi qui caractérise Rhinovision à ce moment-là? C'est quoi l'identité un peu de l'entreprise? Tu sais, on rentre un peu dans les valeurs et tout ça, mais un peu c'est quoi bon, je pense que ça rapporte sûrement à l'inspection, ça rapporte sûrement avec les trous d'égout, mais je suis plus curieux d'avoir ton avis là-dessus. Non, en fait, j'adore ta question. Euh, je te dirais, on a vendu nos produits à plusieurs grosses villes, plusieurs gros contracteurs nord-américains, dans les plus gros joueurs de l'industrie. Ben franchement, ce dont moi je suis le plus fier, c'est le fait qu'on a vendu beaucoup de systèmes à des municipalités de 5-10 000 habitants qui n'auraient jamais pensé avoir le budget pour s'équiper, pour inspecter leur infrastructure souterraine, puis que nous, en ayant un système abordable, il faut, ben ça, on peut se le payer, on peut l'opérer parce que c'est pas compliqué. Fait que je dirais, moi, je pense que vraiment la grosse valeur de Rhinovision, si j'avais à faire un boil, un autre anglicisme de trop, un boil down de nos valeurs clés, c'est vraiment l'idée de démocratiser l'accès à l'inspection, l'accès au asset management. Parce que comme je disais, c'est un problème que toutes les villes, particulièrement le Canada, qui est un pays majoritairement constitué de petites villes, espacées l'une de l'autre, ben, le fait de démocratiser, de rendre accessible des technologies qui ultimement bénéficient les citoyens, bénéficient tout le monde, mais je dirais c'est vraiment ça dont je suis le plus fier de ce qu'on a fait. Et puis je pense que si on avait à faire une réduction de nos valeurs, je pense que c'est vraiment ça, je reviendrais. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Puis oui, effectivement, sans aller dans les détails de ce qu'on veut faire pour la suite des choses, pour nos prochains produits, c'est vraiment ça un peu la ligne directrice derrière notre philosophie de compagnie. C'est comment on peut rendre accessible des technologies qui bénéficient tous les citoyens, tout le monde en général, et puis les rendre plus accessibles en fait à tout le monde. OK. Ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est ça comme point de vue, parce que c'est vrai que c'est très, très important de voyons, mieux vaut prévenir que guérir, comme on peut entendre souvent. Donc, dans ce cas-là, ça s'applique très bien. C'est comme donc une belle valeur à avoir, j'ai l'impression. Puis là, aussi, quand on s'était parlé, puis écoute, sens-toi totalement à l'aise, là, je demande ça comme ça. Tu m'avais mentionné, tu m'avais parlé de la notion de produits primaires forts et de produits secondaires. Est-ce qu'on est trop tôt pour parler de tout ça ou y a-t-il des trucs qu'on peut un peu embarquer dans ça par rapport à Innovision ou peut-être que je peux tout couper ça aussi si ça vaut Non, pas la non, peine. c'est pas la question, honnêtement. Mais je peux pas mettre répondre parce que je te OK. dirais, c'est un peu tu sais, une des forces, je te dirais, qu'on a, je pense, chez Renovision, puis c'est vraiment un des membres de notre équipe particulièrement, qui est comme une machine à idées, c'est vraiment le plan de match, le roadmap technologique qu'on a. Et puis, je dirais, beaucoup de la force de ce qu'on a, puis de où on s'en va, c'est vraiment les idées qu'on a. Fait que oui, en fait, pour rester très haut niveau, nous, notre plan, c'est de sortir comme un produit phare par année sur les prochaines années. C'est ce qu'on aimerait faire. Après, ben oui, sortir peut-être des produits secondaires à travers les années entre ces produits forts-là. Mais ouais, je vais être plus avide, pas avide,
serai pas trop généreux sur les détails, désolé là-dessus. OK, c'est bien correct. Merci beaucoup. Ouais, je voulais pas, justement, je voulais pas non plus trop pousser, fait que c'est bien parfait, là, je comprends totalement. Fait que c'est très intéressant, c'est ça que tu m'avais mentionné aussi quand on s'en était parlé, fait que j'ai bien hâte de voir un peu la suite. C'est sûr, je vais suivre ça quand même de près sur vos pages, là, LinkedIn et tout, pour un peu la suite. Et là, c'est sûr qu'on s'enligne quand même sur la fin, là. Il me restait pas mal une question, là, générale, avant qu'on se laisse, puis c'est juste que tu m'avais mentionné que toi aussi, là, t'es un... Tu m'avais dit, j'avais ça entre guillemets, un collecteur d'informations. Là. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ce que tu m'avais dit. Mais tu sais, bon, les livres, les podcasts, les Audible. J'étais juste curieux, aurais-tu 3 recommandations pour nous? Parce que moi aussi, je suis un grand lecteur. Puis peut-être, je ne sais pas si on a des auditeurs aussi. Je sais que Geneviève Torrent, elle aussi, elle lit énormément. Puis elle a recommandé plusieurs livres au podcast. Puis ça m'a fait penser à quand on se parlait, toi puis moi, de si tu aurais des recommandations pour nous. Ben oui, je te dirais, encore une fois, je vous ai des recommandations en anglais, je dirais, je lis beaucoup, beaucoup moins que je voudrais, beaucoup, beaucoup moins que je lisais ces temps-ci, mais je me suis replié beaucoup sur tu sais, les Audible, les livres audio ces temps-ci, qui en a quand même des super intéressants, mais dans ceux, mettons, prennent que j'ai, il y a le Marketing Technology de William Davidow, je sais pas si je dis bien son nom, qui est un livre super intéressant sur comment mettre en marché des produits de technologie, comment créer de la valeur, comment comprendre le timing, le cycle de vie d'un produit. J'avais beaucoup aimé. Un autre qui est plus pour le... Fait que c'est ce côté-là qui est beaucoup plus côté vente, développement d'affaires. Product Development Flow, qui est The Principles of Product Development Flow, qui est un cover classique. Cover noir, ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas t'envoyer la référence, mais de Ouais. Monsieur, je vais botcher le nom, mais Reinertson, qui est un livre, celui-là, il est très, très deep, très geeky sur le côté développement de produits, tout le process, comment évaluer une idée, comment la développer, puis tout ça. Mais il y avait des pépites d'informations super intéressantes là-dedans. Puis un autre que j'ai écouté justement en Audible récemment, Lean Startup de Eric Ries, qui parle justement du concept justement du développement lean, de comment, justement, comme on parlait tantôt, réduire la boucle de rétroaction, y aller par des petites itérations qui donnent une rétroaction client, beaucoup plus qu'essayer de faire des gros blocs espacés dans le temps. Enfin, bref, ça serait mes 3 recommandations. Merci beaucoup pour tes 3 recommandations. Je trouve que c'est des excellentes recommandations, puis très concrètes, puis très pertinentes par rapport à ce qu'on a parlé. Tu sais, on en a parlé justement plutôt des boucles de rétroaction, l'aspect lean de Rhinovision, la flexibilité, puis justement le partenariat avec l'entreprise. Bon, donc je pense que je serais pas capable de bien prononcer le nom, là, Inspect, la compagnie. Vision, oui. Inspect Vision, merci. Fait qu'on voit vraiment le lien avec ça. Puis je comprends ce que tu dis. On dirait écouter des livres avec Audible. Je ne l'ai pas essayé souvent, mais j'ai l'impression que c'est comme plus facile de faire tous tes trucs de ta routine. Tu sais, j'ai un de mes amis qui me disait qu'il écoutait. Ben, là, bon, il tripe sur les films Dune, là, comme ben, c'est moi tout, là, mais là, il s'est dit je veux les lire, mais il n'y a comme pas vraiment le temps de les lire, mais c'est plus facile d'écouter. Puis là, il dit en 6 heures, il était capable d'écouter genre un tiers du premier livre de Dune, ce qui est assez efficace quand même, là, comme, oui, comme temps, là, ce qui est une brique, là, Dune, en tout cas. Excellent. Donc, ben là, on est pas mal sur la fin. Puis, tu sais, avant de terminer, je vais quand même te laisser le micro une dernière fois. Est-ce qu'il y avait des choses que tu aurais aimé parler, que tu n'as pas eu la chance, ou y a-t-il des trucs que tu aimerais mentionner là, en finissant? Ben écoute, je te dirais juste merci à toi. Merci pour l'invitation, honnêtement. C'était super intéressant. J'ai beaucoup apprécié. Puis merci pour ce que tu fais. C'est le fun. C'est le fun d'avoir du monde qui s'intéresse justement au côté technologie, produit, puis qui prennent le temps d'en parler, puis de vulgariser, pour rendre ça accessible. Je trouve que c'est merveilleux. Il y en a plus du monde comme toi. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Puis honnêtement, merci énormément d'avoir accepté l'invitation au podcast. Puis ça m'aide énormément à ajouter beaucoup de la légitimisation un peu à tout ça, parce qu'on invite beaucoup d'étudiants de maîtrise, de doctorat. C'est le fun, mais avoir des entreprises, ça donne peut-être un petit peu plus de punch, parce qu'il y a vraiment un produit derrière ça. Il y a une idée vraiment innovante, une commercialisation derrière ça. Donc, merci encore vraiment beaucoup, c'est ça, pour l'invitation. Puis ça me fait plaisir. Puis n'importe quand, peut-être que l'année prochaine, là, quand il va y avoir le produit phare, là, qu'on va voir la suite un peu de Rhinovision, peut-être que je pourrais te relancer une invitation si ça t'intéresse. On regardera ça pour la suite. Avec plaisir. On se fera une annuelle. Ouais, c'est ça, un call annuel. Excellent. Donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Donc, merci énormément de ta présence encore, Félix. Je le mentionne encore une fois. Et merci surtout aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.